Bonjour à tous, la voilà, la mise à jour d'Ocelia, celle qui va vous permettre enfin de vous remettre à jour avec les derniers standards en termes de sécurité. Ocelia, si vous ne savez pas ce que c'est, je l'ai présenté dans le cadre d'une série de vidéos où on crée ensemble un NAS, donc je vous explique comment j'assemble mon NAS et puis je vous donne des conseils sur le choix du matériel, le choix des disques et tout ça. Et dessus, je vous montre comment auto-héberger des services, du Nextcloud, du Portainer, et puis des services Jellyfin, etc. pour éventuellement le visionnage de vidéos et compagnie. Et ces services, il faut les sécuriser, évidemment, si vous les exposez sur Internet, ou même en interne, mais surtout si vous les exposez sur Internet, il faut les sécuriser. On les a sécurisés, je vous ai montré comment faire dans le détail avec un reverse proxy Swag, qui est un guichet unique pour accéder à tous ces services sur Internet, sur un serveur web sécurisé en HTTPS. Mais derrière, il faut aussi pouvoir surveiller qui a accès à ces services. Et Ocelia, donc c'est un service open source pour l'authentification et l'autorisation que vous pouvez héberger, qui fait du single sign-on, de l'OpenID Connect, qui gère les droits d'accès, l'identité des gens qui s'y connectent. Donc c'est extrêmement pratique. Il y a des alternatives, Authentic par exemple, qui fonctionne aussi très bien avec Swag, et Ocelia est, je pense, plus simple et plus léger à mettre en place. C'est pour ça que je vous l'avais conseillé. J'ai testé les deux et je vous conseille Ocelia quoi qu'il arrive. Il est quand même un peu plus facile à aborder, même s'il n'a pas une interface graphique et tout ça. Donc il supporte énormément de fonctionnalités, je les ai déjà présentées en vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle version 4.38 est sortie. Et dans la version 4.38, et en particulier j'en avais parlé par le passé, il y a des mises à jour intéressantes qui vont permettre de passer en Ocelia 5, puis des versions suivantes qui apporteront d'autres fonctionnalités intéressantes, le WebOSN, etc. Donc l'authentification avec soit la caméra Windows Hello, soit le lecteur d'empreintes digitales, tout ça c'est pareil, je vous ai montré que c'est des technologies qui sont extrêmement intéressantes, donc évidemment regarder son écran pour se connecter sur son site web, c'est idéal, ça arrivera dans des versions futures, mais la version 4.38 apporte son lot d'améliorations, avec évidemment la contrepartie de devoir remettre à jour sa configuration pour être compatible avec les versions futures. Je vous en avais parlé puisque la version 4.37 date quand même du 26 septembre 2022, ça commençait à être inquiétant, et dans mon compte-rendu, mon retour d'expérience sur la création de ce NAS, je vous avais dit que j'étais un petit peu embêté qu'il n'y ait pas des images qui sortent un peu plus souvent. Normalement, ça devrait maintenant être le cas, puisqu'il y avait un gros travail de fond pour passer sur cette version 4.38. Cette version 4.38 a vu le jour, elle est costaud en termes de contenu, mais elle s'appelle 4.38, donc la succession de la 4.37, parce qu'elle est complètement compatible avec la 4.37. Donc normalement, en conservant la même configuration, vous aurez plein de warnings, etc., qui vous diront ça ne va pas, mais tout devrait fonctionner pour le mieux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on met à jour la configuration, ça peut vous être utile, comme ça, vous serez toujours à jour et à niveau pour ensuite passer sur les nouvelles versions d'Ocelia, et en fait, je reste convaincu qu'Ocelia est une très très bonne approche pour faire de l'OpenID Connect et des choses de ce type-là. C'est vraiment un outil qui fonctionne super bien. Depuis le nombre d'années que j'ai mis en place, j'ai absolument aucun souci. Et même s'il y avait un petit souci au niveau du suivi du projet, il n'y a jamais eu de problème de sécurité, etc. S'il y en avait eu, je pense qu'il y aurait une version qui serait sortie entre-temps. Voilà, donc on va se plonger là-dedans, juste pour vous montrer la petite mise à jour, et comment remettre à jour la configuration, que vous ayez en tout cas des informations, mais tout est très très bien décrit dans cette release note. Donc normalement, si vous prenez le temps, et je vous dis vraiment, il va falloir prendre le temps si vous avez beaucoup de fonctionnalités qui sont activées sur Ocelia, vous devriez pouvoir vous en sortir en suivant ce compte rendu. Dans cette vidéo, il y aura à la fois la mise à jour de ma machine de production très rapidement, donc un survol pour que vous compreniez en gros ce qu'il faut faire pour cette mise à jour Celia 4.37 vers 4.38, et ensuite on verra dans le détail comment faire la mise à jour. Donc à vous de regarder en bas de cette vidéo dans le chapitrage, si vous voulez aller dans la section détaillée où j'explique vraiment, alors je vais pas aller dans chaque réglage en soi, mais en tout cas section par section, vous montrer en gros ce que j'ai modifié et comment arriver à une solution où, ici vous voyez je rentre dans la stack de Swag avec Ocelia, donc je suis parfaitement à jour avec les dernières images en date. Et ici, on voit Ocelia qui est démarré avec une version 4.38.6, donc parfaitement à jour. Alors, il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, des nouvelles versions qui arriveront après la publication de cette vidéo, puisque l'équipe derrière Ocelia et aussi l'équipe derrière Swag remet à jour les images correspondantes pour tout simplement faire en sorte que les deux communiquent bien ensemble, que ce soit sur l'ancienne version d'Ocelia, mais aussi avec les nouvelles versions de Swag, qu'il y ait des compatibilités dans les deux sens, si vous faites vos mises à jour ou si vous les faites pas. Voilà, donc regardez bien, donc, comme je vous l'ai dit, dans la barre de défilement de la vidéo, vous pourrez comme ça sauter la section de mise à jour si c'est pas ce que vous voulez faire tout de suite. Et
l'objectif de cette vidéo, bien évidemment, c'est d'arriver sur un Aucelia fonctionnel, donc un Aucelia fonctionnel à la fois pour protéger votre site avec user password, mais aussi, comme je le fais ici, avec de l'OpenID Connect, donc avec par exemple un second facteur d'authentification. Et surtout, et plus précisément, aussi la possibilité d'avoir le consentement et tout ça, donc tout ça réintégré pour que ce soit parfaitement fonctionnel. Voilà, donc j'espère que c'est clair et que pour vous, ce sera pas trop compliqué à suivre. J'essaye en tout cas de vous faire cette vidéo pour que ce soit plus facile que le blog, et pour vous donner des indications pour les gens qui se sont lancés, mais qui ont un petit peu peur pour faire la mise à jour, qui trouvent que c'est un petit peu trop compliqué. Alors il faut se méfier, puisqu'ici, vous voyez qu'avec Aucelia, on est face à une image qui a été mise à jour, mais les changements sont quand même énormes en termes de configuration à mettre en place, et puis peut-être de retester de votre côté si tout va bien. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et c'est vrai que avec le temps, avec les automatismes, on a tendance à voir une image qui se met à jour, et on ne suit pas toujours toutes les procédures. Et je vous rappelle donc que si vous êtes abonné à ma chaîne, normalement, vous avez vu ou vous pouvez voir, en fonction de si vous connaissez déjà ce contenu ou pas, une vidéo que j'avais faite sur la mise à jour des conteneurs Docker en toute sécurité, où je vous explique comment être informé de l'existence d'une mise à jour avec par exemple Dune, comment faire des backups, donc par exemple en automatisé avec Duplicati, mais aussi vous pouvez les faire manuellement, et comment réaliser les mises à jour ensuite en vous renseignant sur le nouveau contenu de l'image, changelog et compagnie, et en appliquant la mise à jour soit avec la ligne de commande, soit avec un outillage comme Portainer qui vous assiste dans ce type de démarche. Donc vous avez un contenu dédié, donc il a maintenant 2 ans mais il est toujours d'actualité, qui vous explique en fait comment vous y prendre avec prudence quand on voit ce type de mise à jour qui arrive. Donc normalement vous êtes censé faire ça pour toute image qui arrive dans votre installation, vérifier en quoi consiste la mise à jour, si c'est purement une mise à jour par exemple de sécurité mineure, ou si c'est des changements fonctionnels qui peuvent être intéressants à surveiller. Et quand on arrive donc, si je vais sur le dépôt GitHub d'Aucelia, on voit une mise à jour, une release qui, somme toute, paraît anecdotique. Une 4.38.0, qui suit la 4.37.5, donc a priori, rien de bien méchant. C'est une mise à jour mineure, bon, tout va pour le mieux, on pourra appliquer comme ça la mise à jour. Alors, c'est pas si simple que ça, il y a énormément de changements, et vous le voyez ici. Il y a une note de blog qu'on va aller consulter pour voir les changements, et même si c'est une mise à jour normalement compatible en termes de configuration, etc., il y a énormément de changements à considérer. L'autre chose à voir aussi, c'est au niveau des dates. Vous voyez que Aucelia n'a pas été mise à jour depuis le 21 décembre 2022, en tout cas en version stable, et on est maintenant le 14 mars 2024, au moment de la sortie de la 4.38 en tant qu'image. Je crois qu'elle est sortie le 12 en tant que mise à jour de fonctionnalité. Donc on est en tout cas sur un délai assez conséquent, plus d'1 an d'attente en fait pour la mise à jour. C'est vraiment conséquent et ça peut poser question sur le suivi du projet Aucelia. Pour autant, ça ne remet pas en cause la qualité du développement du projet Aucelia, puisque pendant ce laps de temps, même si j'aurais aimé voir des images mises à jour pour éventuellement remettre à jour les dépendances, juste pour être au top en termes de sécurité, il n'y a normalement pas eu de problème de sécurité, donc c'est absolument pas grave qu'il n'y ait pas eu de mise à jour d'images. Je sais que certains aiment le projet Authentic qui est une alternative, on va dire, à Aucelia, qui sert aussi à faire de l'authentification, donc la gestion d'utilisateurs et tout ça, mais personnellement je l'ai essayé, il est extrêmement intéressant, puisqu'il propose en plus une interface graphique, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut quand même se rendre compte que si vous n'êtes pas avec un déploiement Kubernetes, donc si vous êtes avec du pur Docker, c'est quand même un peu plus compliqué à mettre en place et plus lourd. Et moi je trouve que Aucelia a quand même comme intérêt d'être assez léger, il n'a pas d'interface graphique ou de choses comme ça, mais il est assez simple à configurer, à mettre en place, et il répond assez rapidement à des besoins d'un simpliste, et il est assez facile à configurer pour des besoins beaucoup plus compliqués comme l'OpenID Connect. Bref, donc moi je continue à vous conseiller Aucelia, j'en suis très content, il marche très très bien. Et si vous allez consulter l'article, ici la release note, vous verrez que le développeur, James Elliott, avec l'aide de la communauté, mais il a construit une documentation pour cette version qui est très complète, très précise, et qui vous explique exactement en quoi consistent les changements de cette version, donc chapitré, etc., mais aussi comment appliquer les changements. Donc il vous explique ce qu'il a fait comme type de changement, et si je vais à une section, alors qui ne me concernera peut-être pas, mais qui concernera probablement une migration, vous avez donc avant,
la configuration telle qu'elle était, après la configuration telle qu'elle doit être. Donc on voit le changement dans l'arborescence de configuration, on voit le changement dans le type de configuration avec ici un tableau et des choses comme ça. On voit aussi leur nommage, quand il y a du nommage qui s'applique, et vous avez aussi la possibilité d'aller consulter le template si vous voulez directement aller consulter une manière possible de configurer votre configuration YAML. Donc chaque section est documentée sous cette forme-là, avec l'avant, l'après, et donc comme ça vous pouvez assez facilement injecter ce qu'il faut pour que derrière vous puissiez appliquer correctement cette mise à jour. Pour autant, donc je vous l'ai dit, c'est normalement une mise à jour compatible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire au plus simple, je vais faire un backup de ma configuration, juste au cas où, je vais mettre à jour l'image, je vais regarder si Aucelia démarre, si Aucelia démarre, ce sera déjà une première étape de fait, et ensuite je vais adapter la configuration en fonction des warnings qui vont normalement apparaître, plus de la documentation qui est là, pour avoir une configuration d'Aucelia à jour. Pour faire ça, je m'appuie sur VS Code. Je vous ai dit VS Code, donc l'éditeur de texte principalement développé par Microsoft en open source. Dans VS Code, j'ai fait tout ce qu'il faut pour avoir dans mon terminal une connexion SSH sur ma machine et d'avoir dans mon arborescence de fichiers, l'arborescence de fichiers distante qui se trouve sur ma machine. Donc comme ça, je peux voir mes fichiers de configuration, je peux faire des diffs, donc des comparaisons, je peux vérifier ce qui a changé, je peux très facilement, depuis mon PC, faire des ajustements en toute sécurité depuis une interface graphique où tout est facilement visible, compréhensible et puis manipulable avec clavier souris. Vous pouvez faire autrement si vous voulez, mais moi je trouve ça terriblement pratique. Et à nouveau, si vous regardez toujours sur ma chaîne YouTube, vous cherchez, donc ici ce sera VS Code, donc à la racine vous avez toujours un champ de recherche, vous tapez ce qui vous recherche et vous verrez gérer vos machines à distance, et là je vous explique comment on s'y prend pour mettre en place ce genre d'outillage. Donc je vous l'ai dit, avec VS Code, je vais d'abord faire une sauvegarde du répertoire ici Aucelia config, et ensuite je vais redémarrer, enfin mettre à jour et redémarrer le conteneur pour voir si tout démarre correctement. Donc je me mets dans le répertoire d'Aucelia ici, et ce que je vais dire, je vais faire une commande tar-czf, donc ça va créer un tar-gz, nommé Aucelia 437, donc pour me rappeler que c'était, c'est pas 437, c'est 437, pour me rappeler que c'était la configuration telle qu'elle était en 437, et donc je vais sauvegarder le répertoire config. Donc je fais ça, et normalement j'ai un répertoire Aucelia, alors je m'y suis mal pris, j'ai mis name, bon c'est pas grave, qui contient en fait le backup de ma configuration. Donc je vais le renommer comme ça, on n'en parle plus, ce sera propre. Donc la sauvegarde de configuration c'est fait, j'ai en plus de toute façon Duplicati qui tourne en tâche de fond et qui me fait mes sauvegardes, donc quoi qu'il arrive j'ai des points de reprise, donc je peux me permettre de le faire un peu sauvagement, et de dire en fait à Portainer de mettre à jour ma stack en allant chercher les nouvelles images. Donc là, Portainer est en train de travailler, il télécharge l'image 438, il va la déployer, et donc il va me dire quand tout est bon et quand tout est déployé. Voilà, la stack est déployée, on voit Aucelia, le petit tic vert, et je vais vérifier ici si je vois des logs qui peuvent éventuellement me mettre sur la piste de quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc on va attendre, on va vérifier si Aucelia démarre, et on va vérifier s'il y a des logs. Normalement, mon fichier de log est peut-être mis en sévérité assez haute, donc peut-être j'aurai pas les warnings, ça me permettra peut-être pas de vérifier qu'est-ce qui se passe. Et là, je pense qu'effectivement, c'est le cas. On voit que le conteneur est démarré, le conteneur Aucelia, je vous montre quand même vite fait, mais j'ai pas de log, donc très probablement, donc il est LC, donc il est démarré, mais j'ai pas de log, donc très probablement, j'ai remonté le niveau de log. Donc ici, alors c'est flouté, vous ne voyez pas, mais je suis connecté sur mon serveur qui est hébergé sur la machine. On voit bien qu'Aucelia fonctionne, puisque j'ai ce connecté, donc ici c'est le panneau Aucelia, on voit propulsé par Aucelia, donc ça fonctionne. Je vais lui dire de se souvenir de moi, je vais me connecter. Et a priori, donc, Aucelia m'a connecté, et je vois ici le contenu de mon serveur Duplicati. Donc c'est qu'Aucelia est parfaitement fonctionnel, donc vous voyez que même si il y a énormément de boulot dans la release note, pour la mise à jour, le développeur a fait vraiment tout ce qu'il faut, puisque j'ai quand même de l'OpenID Connect, on peut aller vérifier d'ailleurs si ça fonctionne. Donc ici, je suis connecté sur mon serveur Nextcloud, toujours connecté sur la même machine, et ça s'est auto-connecté puisque j'avais déjà une session démarrée pour Duplicati. Donc je fais se déconnecter. Ici, donc je pourrais me connecter directement avec nom d'utilisateur mot de passe, mais je vais me connecter avec Aucelia. Mot de passe à usage unique, ça fonctionne. Se souvenir du consentement, accepter, et on est connecté. Donc il y a absolument tout qui fonctionne. Vous voyez que si vous ne voulez pas passer plus de temps que ça sur cette nouvelle version d'Aucelia, vous laissez filer, ça fonctionnera bien. Mais si vous voulez passer sur les futures versions,
il faudra remettre à jour votre fichier de configuration pour qu'il soit le plus actualisé possible, pour que derrière, les futures migrations se passent elles aussi correctement. Donc pour faire le nécessaire, je me rends dans ma configuration Celia, dans la section log, je change en info par exemple, pour avoir plus d'informations dans les logs. Peut-être que la configuration log a changé en elle-même, mais de toute façon elle est compatible, donc je peux mettre en info. Je vais dans Celia, je vais dans Portainer pour redémarrer le conteneur Celia, je fais restart dessus. Et donc normalement maintenant je devrais avoir des logs au démarrage. Voilà, vous voyez qu'il commence à me dire ici énormément d'informations. Il me dit attention, server port est déprécié, attention, identity provider ou IDC machin est déprécié. Donc vous avez plein d'informations pour vous dire tout ce qu'il va falloir appliquer et tout ce qu'il va falloir modifier. Alors ici, c'est ma machine de production, j'ai beaucoup d'informations confidentielles. Donc moi, je vais faire le travail dessus pour la remettre à niveau. Et ensuite, on fera le même boulot sur ma machine de test, qui, elle, n'est pas exposée à Internet et n'a pas de soucis en particulier. Comme ça, je vous montrerai comment on fait sur des valeurs qui n'ont pas de risque ou pas d'intérêt. Donc on est parti pour casser, enfin plutôt mettre à jour Ocelia. Donc ici je suis sur ma machine de démo, donc mon Open Media Vault de démo sur laquelle j'ai Docker et j'ai un ensemble de stacks d'installer. Ces stacks sont, on va dire, représentent pas exactement tout ce que j'ai en production, mais c'est ce qui me permet à chaque fois de vous faire des démos, et je le fais vraiment, hein. À chaque fois que je vous fais une vidéo, je pars vraiment de quelque chose de vierge, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas le service ou qui n'a pas la fonctionnalité que je vous présente. Donc ici, j'ai pas mis à jour du tout Swag, pour vraiment vous montrer tout, pour être sûr que je n'oublie rien, parce que je le fais vraiment. Ça me coûte du temps, donc j'espère que vous appréciez le fait que je le fasse pour de vrai, et que, quelque part, je ne vous cache pas la complexité de la chose. Mais ici, je suis donc sur une machine qui est virtualisée, donc j'ai des capacités additionnelles par rapport à si vous êtes sur une machine bare metal, c'est-à-dire directement avec un système installé sur le matériel, puisque en étant virtualisé, je peux faire des sauvegardes du système et tout ça, donc j'ai moins de précautions à prendre, déjà parce que c'est une machine de démo, et ensuite parce que j'ai ces capacités de sauvegarde. Mais il faudra bien faire attention de faire toutes vos sauvegardes de manière à être dans les meilleures conditions possibles si ça se passe mal pour revenir en arrière. Donc soit vous avez des sauvegardes automatisées de vos configurations Docker, soit vous le faites à la main avant de faire la migration. De toute façon, je vous remontrerai vite fait. Donc sur la page de Nextcloud, on voit qu'on peut se connecter avec nom d'utilisateur mot de passe de Nextcloud, mais on peut faire aussi des délégations d'identification, enfin d'authentification avec Ocelia. Donc si je clique ici, on va me demander un nom d'utilisateur mot de passe d'Ocelia. Donc nom d'utilisateur mot de passe, je fais se connecter et normalement, voilà, j'ai un cycle OpenID Connect, donc ici demande de consentement. Donc j'ai pas de second facteur et tout ça puisque c'est une machine de démo, donc j'ai pas connecté tout ça, mais on voit que l'OpenID Connect fonctionne. Et si on va sur LibreSpeed ici, donc je tape LibreSpeed, donc évidemment en changeant la fin de l'URL, on voit aussi que je suis connecté. Si jamais je retire donc les cookies d'authentification, donc ici hop, je retire et je recharge cette page-ci, on voit qu'à nouveau on va me demander de m'authentifier. Voilà, donc on est sur une plateforme fonctionnelle, elle n'est pas parfaitement réglée, mais elle est fonctionnelle, elle a de l'authentification et de l'OpenID Connect, donc pas mal de réglages, et donc c'est ça qu'on va migrer ensemble. Donc je mets pas à jour Guacamole ou Nextcloud, c'est pas l'objet de cette vidéo, hein. L'objet de cette vidéo c'est de mettre à jour Swag. Et dans la stack Swag, normalement si vous vous rappelez, alors je vous ouvrirai l'éditeur après, mais si vous vous rappelez, non seulement on a Swag en lui-même, mais Ocelia, et les deux sont à mettre à jour. Donc si je fais Swag et que je vais sur la page web de Swag, donc Docker Swag. On peut ici voir les releases, et donc on voit indirectement les images, donc on pourrait aussi consulter des images associées. En gros, hein, il y a le lien image release. Et on voit ici qu'on nous dit, attention, les utilisateurs doivent mettre à jour Ocelia Location, Ocelia Server Conf, pour mettre à jour les configurations de base avec les nouvelles API d'Ocelia. Et de la même manière, il y a aussi, si on regarde, voilà, ici vous avez le site conf, défaut de conf, qu'il faut mettre à jour. Donc ça, je vous avais déjà fait une vidéo dédiée en fait sur les mises à jour des configurations de Nginx, donc de Swag, ici. Mais quand même, je vous montrerai ces petites mises à jour là, puisqu'il ne faut pas oublier de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas une version d'Ocelia fonctionnelle. Et même si vous ne voulez pas mettre à jour Ocelia, donc vous restez sur une ancienne image, si vous mettez à jour Swag et que vous bénéficiez de ces nouvelles configurations, il faudra changer ces configurations là, parce que sinon vous aurez un souci. Donc on va mettre à jour toute la stack, et dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est que ça fonctionne parfaitement. Donc je suis dans l'éditeur de la stack Swag, et je lui demande de redéployer les images. Donc je vais avoir du CrowdSec qui va être mis à jour, mais ça on s'en moque un peu. Ce qui nous intéresse nous,
c'est Swag et Ocelia, puisque c'est les deux choses qu'on va mettre à jour. Et ici, on va donc passer sur la dernière version de Swag et la dernière version d'Ocelia, et là, c'est là où on aura la rétrocompatibilité de configuration, même si derrière, il va falloir venir corriger les petites choses qui ne vont pas. Voilà, on voit que la stack a été déployée, on voit donc que les images ont été téléchargées, donc on va voir les dernières versions des images, et on voit donc que les conteneurs sont en train de démarrer. Donc ça va être super important ici de vérifier que tout va bien, et vous allez voir que tout ne va pas très bien. Si on va dans la partie Swag, on va voir ici qu'on a des fichiers à mettre à jour. Je vous ai montré dans le changelog, on voyait les fichiers à mettre à jour. Et de la même manière, si on va dans les conteneurs qu'on va regarder dans Ocelia, qui démarre, il n'y a pas de souci, on va voir qu'on est submergé par des informations pour dire attention, la configuration est correcte, cependant, si vous ne mettez pas à jour la configuration, vous ne pourrez pas passer en 5.0. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, mais dans un certain laps de temps, il vous faudra vous mettre à jour, sinon vous aurez des soucis par la suite pour bénéficier des nouvelles versions d'Ocelia. Mais normalement, vous devez voir donc à la fin, malgré tous les avertissements, que Ocelia est démarré. Donc vous devez avoir ce type d'information. Ici, on est sur une 4.38.4, puisque par rapport au moment où j'ai démarré cette vidéo, il y a déjà eu des corrections qui ont été faites sur l'image d'Ocelia, des petits bugs remontés par la communauté, entre autres. Donc, pour Ocelia, on pourrait rester comme ça. Donc, je vais déjà vous montrer comment on met à jour Swag. Donc, Swag, ça va aller très vite. Je vais utiliser une astuce que je vous ai déjà montrée. Et l'astuce en question, c'est évidemment d'utiliser VS Code. VS Code qui me permet soit d'éditer les fichiers dans l'éditeur de texte, soit aussi, éventuellement, d'ouvrir des terminaux pour derrière exécuter des commandes. Donc moi, je vais juste zoomer un petit peu, alors pas trop, mais zoomer un petit peu, me mettre en plein écran, voilà, que vous puissiez bien voir. Et donc, l'idée derrière tout ça, ça va être de mettre à jour les fichiers de configuration qui ont été vus tout à l'heure dans les logs ici du conteneur Swag. Donc on avait, si vous vous rappelez, le site.conf et puis les deux fichiers Ocelia. Donc ils sont dans, ces fichiers sont dans la config Nginx. Donc on a ici les fichiers Ocelia et puis dans site.conf on doit avoir le default conf. Donc normalement, vous prenez le fichier par défaut, donc le sample, vous cliquez ensuite sur le fichier de votre configuration à vous, vous faites comparer les éléments sélectionnés ou compare selected en anglais. Vous voyez donc tout ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo dédiée, donc je reviens pas dans le détail, mais en gros vous voyez ici le changement, donc c'est un changement qui date du 6 mars 2024. Donc on prend le changement, donc ça c'est le marqueur l'entête qui va indiquer que le fichier est à jour, donc faites attention, allez bien jusqu'au bout pour tout mettre à jour. Vous vérifiez ici si vous n'avez pas fait des ajustements locaux que vous voulez prendre ce type de changement. Donc en particulier ici on les prend, alors je rétablis juste l'indentation qui est toute cassée. Voilà, et ici, donc ce fichier-là, j'aurais pu le prendre tel quel. Pareil pour Ocelia Location, on prend le sample, on prend le fichier de configuration, on compare. Normalement, si vous tournez sur les versions officielles, on va dire, sans les avoir adaptées, je vous conseille vraiment pas de les adapter, sauf si c'est vraiment nécessaire, correction de bugs et tout ça. On prend donc les modifications, ou on fait un copier-coller de tout le contenu, et on sauvegarde. Je vais revenir juste après sur l'entête de ce fichier-là, quand même. Je fais la même chose avec Ocelia Server, qu'on soit bon en termes de fichiers de configuration. Donc vous voyez ici, je le fais un peu machinalement parce que je sais en quoi ça consiste. Moi, je ne peux que vous conseiller de faire bien attention aux différentes sections qui sont là. Elles sont hyper importantes. Parce que sinon, vous aurez une partie Nginx, donc Swag, qui ne fonctionne plus. Donc, je vous remonte quand même vite fait. Vous avez ici quelque chose de très important qui vous indique qu'il y a la double compatibilité dans ces fichiers. Si vous êtes sur une version 4.37, donc on vous dit bien, attention, il faut que Ocelia soit déployé dans un pass Ocelia. Je vous remontrerai dans le fichier de configuration d'Ocelia, mais on est bien sur le pass Ocelia. Et il faut aussi le mettre dans un pass Ocelia, quand on est à 4.38, donc la version qui nous concerne nous pour la mise à jour. Mais du coup, ça se décrit avec l'adresse, donc c'est l'adresse Ocelia, vous verrez qu'on fera la modification. Et ensuite, vous avez les locations qui dépendent, suivant si on est sur la 4.37 et la 4.38. De la même manière, vous voyez dans l'Ocelia Location, donc l'autre fichier ici, Ocelia Location, 4.37, on est sur API Verify, 4.38, on est sur Auth Request. Ici, ça a été automatiquement commenté, donc ça suppose, quand vous mettez à jour Swag, que vous mettez à jour Ocelia en 4.38. Si vous ne le faites pas, évidemment, vous recommentez cette partie-là, et vous décommentez cette partie-là, sinon ça ne fonctionnera plus. Donc voilà, faites bien attention à ça, pour le reste, normalement, c'est assez facile. Donc vous voyez que normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup de désactiver la section qui ne vous concerne pas. Donc ici, par exemple, si vous êtes en 4.37 et précédent, vous aviez un API Verify, vous le commentez, puisque ça ne vous concerne plus, donc autant retirer cette section-là. Voilà en gros pour ces fichiers-là. Normalement, on est bon côté Swag, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Swag, on va faire
restart ici. Donc voilà, on a le démarrage de Swag. Ici, on voit que certificat n'a pas besoin d'être généré. Il n'y a plus d'avertissement du tout sur le démarrage. On vérifie qu'on n'a rien cassé, donc on tape un petit coup comme ça mon Nextcloud. Je me fais connexion avec Aucelia. On voit qu'Aucelia est fonctionnel. Toujours utilisateur mot de passe, je clique sur connecter, hop, OpenID Connect est fonctionnel, donc on est bon, on n'a rien cassé, mais en même temps on n'a pas fait grand chose, on a juste réajusté en fait quelques fichiers de configuration de Swag, donc du serveur Nginx, donc en soi c'était facile. Maintenant, le gros du morceau, ça va être d'ajuster la partie Aucelia. Vous voyez qu'on a énormément d'avertissements, on peut les laisser tels quels si on veut. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de terminer là-dessus pour vous montrer comment on s'en sort pour mettre à jour Aucelia. Donc là, c'est pas magique, on fait comme tout à l'heure, donc on va se rendre ce coup-ci dans la section, le montage où vous avez votre configuration Aucelia. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de nettoyer le fichier de log, déjà pour partir sur un truc vide, de faire une sauvegarde de votre fichier de configuration tel qu'il était. Donc vous en faites une copie, un fichier back, peu importe, en tout cas il vous faut un fichier comme ça de sauvegarde, comme ça vous pourrez très vite y revenir ou le consulter si nécessaire, et si possible, ramener le fichier officiel de configuration d'Aucelia. Donc le fichier de configuration d'Aucelia, il se trouve sur GitHub Aucelia, organisation Aucelia, projet Aucelia, et normalement si vous allez ici, vous allez trouver le fichier, voilà, config template YAML. Alors là, on voit tout de suite que c'est le début du calvaire, puisque c'est un fichier YAML, donc on sait déjà qu'on va galérer pour pouvoir faire la mise à jour, si jamais on fait la moindre faute dans ce fichier-là. Mais vous prenez donc ce fichier, en format brut, j'ai cliqué ici, alors je l'ai fait rapidement, mais vous pouvez cliqué ici sur le petit bouton RAW, donc format brut, dans ce fichier config template YAML, vous le copiez, et on va le coller donc dans la partie config d'Aucelia, on fait nouveau fichier, et on fait configuration .yaml.template ou .template.yaml, peu importe, on va le faire plutôt dans ce sens-là, c'est plus propre pour pouvoir le réajuster. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on n'a plus besoin du fichier de configuration YAML puisqu'on va repartir sur une base vierge, mais on a deux manières de migrer. Soit on va migrer par comparaison avec le fichier template cible en fait, soit on va partir d'un fichier template et on va le reconfigurer à partir de ce qu'on avait avant. Donc ça c'est à vous de voir, je vous montre la première approche mais on va pas la continuer. Donc je prends le template, je prends le fichier YAML, donc à gauche on voit le fichier template, donc l'objectif, ce qu'on doit atteindre, et à droite on voit ce qu'on a actuellement, donc l'ancienne version du fichier de config. Donc on voit que l'objectif ça va être de déplacer à droite ce qu'il y a dans la partie gauche, pour réajuster le fichier de configuration et le remettre à niveau par rapport à ce qui est attendu. Il y a des changements d'arborescence, vous voyez que c'est énormément de changements, beaucoup de petits points de détail faciles, mais aussi des points un peu plus complexes en termes de profondeur et tout ça. Mais c'est possible, si vous le faites étape par étape, on peut s'en sortir doucement en migrant le fichier de configuration. Moi j'ai fait plusieurs migrations déjà d'Aucelia, j'avoue que cette migration-là est un peu plus complexe, mais elle est aussi plus visible. Donc vous verrez bien étape par étape si vous migrez correctement, et surtout vous pouvez relancer régulièrement Aucelia pour vérifier si vous ne l'avez pas cassé. L'autre approche, qui est plus complexe, puisqu'il va falloir attendre la fin en gros pour avoir un truc fonctionnel, c'est par contre celle que je vous conseille, c'est de supprimer le fichier configuration YAML, évidemment si vous en avez bien fait une copie. Vous pouvez vous faire même deux copies si vous êtes sûr de ne pas vous faire de frayeur, comme ça vous avez une copie que vous ne touchez jamais, une copie sur laquelle vous allez l'ouvrir en fait pour faire des copier-coller, comme ça vous êtes sûr de ne pas la perdre. Donc vous effacez votre fichier de configuration, et le fichier template, donc celui qu'on a téléchargé, le fichier objectif on va dire, lui on va le renommer fichier de configuration. Donc c'est lui qui va héberger la nouvelle configuration, on sait qu'il est déjà valide dans le sens où il a la bonne arborescence, c'est la bonne cible. Donc l'objectif maintenant ça va être d'ouvrir votre fichier, alors par exemple on va prendre copy et configuration YAML, on les met côte à côte comme ça dans VS Code, et l'objectif donc ça va être du copier-coller en évitant au maximum de faire des boulettes. Donc je vous passe sous silence quelques sections quand même de mise à niveau, parce que sinon ça va prendre un temps fou. Je vais quand même vous montrer en diff aussi comment je m'y prends, que vous voyez un petit peu plus visuellement le fonctionnement. Mais en gros, si vous voulez faire la migration, il y en a pour, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure. Si vous prenez votre temps et que vous faites une boulette et qu'il faut la débugger, il y en aura pour une demi-heure ou plus. Donc, ça va dépendre de vos capacités à faire la mise à jour et tout ça, mais vous allez voir que c'est assez compliqué. Il faut s'y prendre méthodiquement, sinon vous allez avoir des soucis. Donc en gros, l'idée c'est vraiment de... Alors moi je le fais en comparaison comme ça, avec le fichier cible à droite, le fichier d'origine, ancienne version à gauche.
et je sais que mon fichier cible est complètement vierge de toute configuration, donc c'est plus simple, je trouve, de faire comme ça. Donc pour vous rappeler, comme ça, je vais mettre en accéléré pour certains moments, mais pour vous rappeler bien ce qu'il faut faire, à droite, fichier cible, j'ai choisi de partir sur le template. J'aurais pu dire que le fichier cible, c'était mon fichier historique que j'allais migrer progressivement. Moi, j'ai dit le fichier cible, c'est le template tel qu'il doit être, donc dans la version 4.38, et à gauche, j'ai mis mon fichier tel qu'il est dans la version 4.37. Et l'objectif, ça va être de trouver quelles sont les informations à gauche que je dois mettre à droite. Elles y sont toutes, faut pas s'inquiéter, toutes les informations dont vous avez besoin, si vous avez déjà activé des services, des fonctionnalités ou autres, sont déjà dans votre partie gauche, on va dire. C'est juste qu'il faut les mettre au bon endroit dans la partie droite. Donc en gros, c'est le jeu de la mise à jour en question. Donc, on commence, et puis ensuite je vais accélérer, donc je vais peut-être pas tout vous décrire, mais je vous montre quand même vite fait ce qu'il faut observer. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont disparu. Par exemple, Default Redirection URL et tout ça est parti sous une section autre. Pareil pour le JWT Secret qui est parti dans une section autre, donc on la verra plus tard et on viendra nettoyer le nécessaire. On voit par exemple ici de FA Method, on a maintenant une autre manière de le configurer. Donc moi il était configuré, je sais pas si c'est très utile de mettre vide, mais il était configuré donc je le remets tel qu'il était. On voit aussi par exemple que la partie serveur a changé, donc avant on avait une distinction host, port, pass, maintenant c'est juste une adresse ici, donc au format adresse. Alors ensuite vous pouvez décommenter l'exemple ou le garder, vous faites comme vous voulez, tant que vous vous y retrouvez. Donc on voit ici que j'avais un host en 0000, donc je suis pas obligé de le remettre, 9091, et j'avais un pass, donc ici surtout je remets bien le pass qui est Ocelia, très important quand on travaille avec Swag, d'avoir le bon pass. Donc config assets, il y était, l'enable pprof, l'enable xvars, il y est pas là, enfin dans la style, donc on le remet pas, sauf si vous en avez besoin. Donc tout ce qui est ici, en fait, comme on voit que c'était les valeurs par défaut, je ne les remets pas, on pourrait les réactiver si on veut, mais je ne les remets pas. Vous voyez qu'on a des blocs en plus ici, mais j'avais pas ces configurations là avant, donc il n'y a pas besoin. Ici, le level debug, on va le garder en debug, c'est pas plus mal. Format JSON, non, on le veut en texte en général. Et puis on va quand même garder ici, donc on va réactiver le fichier pour pouvoir voir le serveur démarrer, pour pouvoir voir ce qui se passe. Et puis le keep stdout, je vais le mettre à true aussi, comme ça, on est sûr qu'on a bien l'affichage dans le format de sortie. Alors si on se trompe sur certaines indentations, normalement VS Code va indiquer qu'il y a un souci. Vous voyez par exemple ici, il dit attention, quelque part autour de cette ligne, il y a un souci. On ne sait pas exactement où se trouve l'erreur, mais vous voyez qu'en gros, il arrive ici, par exemple, à dire que cette ligne-là n'est pas correcte avec l'autre précédente. Donc, faites bien attention à ça, c'est hyper critique en YAML. La structuration, indentation, tabulation, les tirets, les choses comme ça sont importantes pour que pour qu'en fait l'éditeur, mais aussi à la lecture au démarrage, en fait, que le service arrive à lire son fichier de configuration, sinon il va cracher et il ne pourra pas s'en sortir. Donc on voit qu'on avait un service ici de métrique, donc enable false, mais on avait quand même une adresse. Ici totp, donc pour le second facteur, on avait quelque chose, mais je l'avais dû le désactiver, donc je vais juste le remettre tel que je l'avais mis, juste par acquis de conscience, si jamais j'ai besoin de le réactiver dans une future démo. Donc on voit que je réactive en fait ce qui était décrit ici, en vérifiant bien à chaque fois que c'est cohérent. Donc voilà en gros. WebAuthn, donc il est désactivé, mais pour autant j'avais quand même activé les réglages, donc je le laissais activer. Juste pour être sur le même niveau de configuration, pour vous montrer que l'objectif c'est d'arriver au même niveau. Ensuite, si vous voulez le désactiver parce que vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas besoin de mettre ces réglages-là, vous pouvez laisser désactiver si vous souhaitez. Donc on a du duo ici que j'avais pas activé, donc du coup je vais le laisser comme ça. Identity Validation, alors là c'est intéressant, vous voyez qu'on a le JWT Secret ici. Le JWT Secret, si vous vous rappelez, il était tout au départ ici. Donc ça on va aller le récupérer et on va le mettre à l'endroit où il est maintenant. Donc vous voyez qu'il y a des trucs qui sont assez subtils. Il va falloir vraiment garder à l'esprit ce genre de choses, parce que il y a quelques clés comme ça qui ont vraiment changé de place. Pour le meilleur, hein, quelque part, c'est parce que c'est beaucoup plus sain de les mettre là où ils les ont mises, beaucoup plus évolutif aussi, avec des vrais nommages, une réflexion autour du fichier de config, mais ça nécessite un peu de boulot de la part des gens derrière qui gèrent leur serveur. Donc on remet le NTP ici, donc à nouveau, hein, je vous remontre vite fait, vous voyez que les réglages ont changé, les durées ne s'expriment plus de la même manière, mais en gros, on est sur le même ordre de grandeur en termes de fonctionnalité. Donc là, j'avais pas de password reset, donc je peux laisser comme ça, j'avais pas de refresh interval, j'avais pas de LDAP, donc même si j'ai la section ici, il n'était pas configuré, donc je le laisse. Ici, ça a changé, le système de fichiers pour les utilisateurs, donc c'est le système de fichiers qui est là.
le user database YAML. Donc là, il va falloir le migrer. Donc ici, on n'a pas de fichier du tout de configuration. Donc on prend la section qu'on avait avant, on la colle au bon endroit. Donc pass, on va juste mettre des petits codes pour que ce soit propre et conforme. Vous voyez ici au fichier d'exemple. Donc vous pouvez rajouter le watch et vous pouvez rajouter les search et tout ça, mais c'est les valeurs par défaut, donc pas besoin. Et il y a une petite différence, vous voyez qu'ici, password, on a maintenant une section qui est Argon 2 et l'algorithme au-dessus. Donc on avait algorithme Argon 2 ID, ça n'existe plus. On a maintenant algorithme Argon 2, et sous Argon 2, on a la variante Argon 2 ID. Donc en fait, il nous faut ça. Donc on va copier cette section-là. Je vais la mettre ici à l'endroit attendu. Il faut juste que je rétablisse l'arborescence. Et donc ça, on n'en veut pas. On veut une section Argon 2 avec une variante ici Argon 2 ID, et on veut que tout ça soit décalé dessous. Et puis ensuite, on peut rétablir éventuellement itération, memory, parallélisme. Donc itération, memory, parallélisme. Donc je remets juste l'ordre tel qu'il est dans l'exemple, mais je conserve les mêmes valeurs. Donc voilà, là normalement j'ai rétabli l'accès au fichier de configuration et je l'ai mis avec le nouveau format. Donc on continue, password policy, on voit que par défaut c'était bon. Privacy policy, on peut laisser tel quel. On continue, et là c'est l'autre section qui est hyper critique, access control. Access control, c'est ce qui va vous donner ou non accès à vos réseaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un réseau interne et qu'est-ce que sont les sécurités. Donc suivant, vous voyez, si je fais du Nextcloud en bypass, ou avec de l'OpenID Connect, mais ça on le verra après, donc du bypass par défaut, ou si on est sur n'importe quoi d'autre, du one factor, donc par exemple file browser, du one factor. Donc il va falloir rétablir cette règle. Donc en gros, ici c'est pareil, vous n'aurez pas par défaut vos règles de recopier, donc il va falloir les remettre au bon endroit. Donc moi je reprends Networks et Rules, que je remets donc à droite, puisqu'elle n'existe plus dans cette version-ci de ma configuration, et je vais juste faire en sorte que ça ressemble à ce que vous voyez dans l'exemple. Donc c'est-à-dire les networks, on voit ici, ils ont les petits tirets avec les petits... donc ça c'est un tableau, hein, c'est pour dire c'est un tableau avec petits côtés, enfin un quote, entre côtes, et pareil pour name et compagnie. Donc ça, je vais le refaire propre, donc name comme ça, donc avec un quote simple. Ici on est déjà bon, mais il suffit de mettre des petits quotes pour être exactement dans le format d'Ocelia. Pour les rules, on peut aller vérifier au-dessus, donc on a ici, normalement, que je trouve au bon endroit, voilà, on a rules apply, domain, ressources et subject, donc on a les rules qui sont définis ici. Donc là, on a exactement le même principe, c'est juste, il faut mettre des quotes un peu partout, et normalement, on devrait être bon. Donc il y a certains endroits où c'était déjà fait, c'est bizarre, et puis d'autres où c'était pas fait. Donc je remets juste comme je le voulais. Donc moi j'ai juste domain et policy, mais évidemment, si vous avez d'autres réglages, il faudra ajuster en conséquence. Voilà, donc là normalement on est conforme. Pour le moment, je laisse comme ça. Secret de session, donc là à nouveau, il va falloir faire le nécessaire. Donc là, il va falloir générer un secret, qu'on n'a pas normalement, je crois, par défaut. Et ensuite, ici, on peut donc décommenter cette partie-ci. Décommenter cette partie-ci, on sélectionne bien le bon nom de domaine, parce que sinon, évidemment, ça ne marchera pas. Ici, vous voyez que j'ai une petite erreur, c'est parce qu'en fait, il y a la section cookie qu'il faut activer. Donc il faut aller vraiment regarder dans le détail avec le petit tiret qui est là. Si vous ne l'activez pas, il va y avoir un gros souci dans la cohérence de votre fichier de configuration. Donc il faut vraiment être méticuleux. Si ça se trouve, j'ai déjà raté des trucs et vous êtes en train de crier devant votre écran, parce qu'il y a certains endroits où je me suis raté dans les migrations, on verra. Mais il faut être très méticuleux quand on fait la migration. Donc on a en particulier ici le Insecure Session Secret, il faut le générer. Et normalement c'est tout. SimSit Lax, hop, on peut l'activer, mais bon, c'était déjà présent. Donc là on est arrivé à un point où c'est déjà pas mal. Je sais pas si c'est censé démarrer. Ici on pourrait générer un secret. Donc moi je vais mettre ABCD Secret, c'est pas très bien, mais vous avez de toute façon ici la documentation pour générer des secrets. Je vous l'avais montré dans la vidéo Celia. Je m'en moque. Ici c'est une machine de démo. Elle va être éteinte juste après, j'ai pas besoin de la sécuriser. Elle ne tourne pas exposée sur internet, il n'y a pas de souci particulier. Donc on peut continuer, ou on peut éventuellement se lancer dans le démarrage de Celia, mais bon, vous risquez vite d'être démotivé si ça démarre pas du premier coup. Donc on continue, name Celia, donc Sitlax, compagnie. Donc ça on est bon, on a les configurations nécessaires. De temps en temps, si on veut, je me suis remis le fichier template ici, on peut comparer le fichier template avec notre fichier à nous. Et là vous allez voir que c'est beaucoup plus clair, on voit à droite votre fichier de configuration courant que vous êtes en train de migrer, et à gauche, le fichier cible d'Ocelia. Donc comme ça, on peut voir tout de suite s'il y a un souci. Donc là, il met déjà un avertissement sur cette section-là. Donc vous voyez que j'ai loupé quelque chose.
j'ai pas activé la partie serveur ici, donc du coup il n'était pas content, il me disait qu'il y allait avoir une erreur de lecture du fichier. Donc ça peut être aussi intéressant de comparer comme ça, pour voir après coup si on a activé les bonnes sections, si on a corriger les valeurs, enfin voilà, qu'est-ce qu'on a activé par rapport au fichier officiel. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire, avoir ce double travail, comparer avec votre fichier d'origine, évidemment, parce que vous avez besoin de copier les valeurs de configuration vers votre fichier de configuration, mais aussi de revenir régulièrement sur le fichier de configuration officiel, vérifier que vous n'avez pas fait de grosses boulettes. Donc normalement, visuellement, avec VS Code, vous devriez voir si vous faites des boulettes, mais je vous conseille vraiment d'avoir un éditeur qui tient la route, parce que très vite, vous pouvez faire des grosses boulettes. Donc on en était arrivé ici juste avant Redis, on voit qu'on est à peu près bon, hein, si on regarde les sections, c'est vraiment à chaque fois des petites configurations qui sont nécessaires, que ce soit networks, rules et tout ça. Donc peut-être tout n'est pas parfait en termes de configuration, mais au moins ça m'a permis de vous montrer que j'avais fait une erreur, et ça m'a permis aussi de vous montrer un moyen comme ça rapidement de repérer si on a fait une boulette. Donc Redis, j'avais pas, donc je remets pas. Regulation, bon c'était activé, mais je sais pas trop si c'est très utile, on va le remettre, donc on n'oublie pas d'activer la section. On active les différents réglages. Donc ça c'est des réglages de sécurité hein, pour bannir les rejeux un petit peu d'authentification qui seraient problématiques. Donc storage, ça on active bien puisque c'est là où on a la clé de chiffrement pour le stockage. Donc on le met au même endroit ici. Donc là on est bon. Ensuite, où est-ce qu'on stocke? On stocke, donc là à nouveau vous voyez ici c'est un dblite ici, donc il faut bien restaurer cette section-là pour dire qu'on stocke dans un stockage local, donc Local Storage Provider, donc lui on l'utilise. On n'utilise pas du MySQL et tout ça, donc on va sauter cette section-là, mais si vous l'avez mis en place, évidemment, il faudra faire les migrations nécessaires, et vous voyez qu'il y a pas mal de migrations à faire. PostgreSQL, c'est encore une autre variante. Donc peut-être vous avez fait sauter les sections, donc du coup, vous verrez pas les sections en question. On arrive à la section SMTP, donc SMTP, je l'avais réglé, donc je vais le reporter, mais là j'ai des configurations qui sont confidentiel on va dire, puisque j'ai des mots de passe et tout ça. Donc là, je vous montre pas, je vous montre juste la migration de l'adresse. L'adresse, il faut la mettre au format attendu, c'est-à-dire au nouveau format adresse et non host et port. Donc pour le serveur SMTP, donc Notifier SMTP, j'avais bien du skip verify false, donc je le remets. Alors j'avais minimum version et tout ça, mais ça je pense que ça vient du fichier d'origine. Donc je le réactive, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. On en arrive à l'Identity Provider. Alors logiquement, on pourrait déjà essayer de démarrer Aucelia. Je vais le faire, puisqu'ici c'est des fonctionnalités en plus. Donc a priori, si Aucelia démarre, c'est déjà pas mal. Le reste ici est complètement commenté. Donc on peut se permettre d'essayer de démarrer Aucelia avant de commencer à configurer l'Identity Provider. Alors c'est parti, on va dans Aucelia. Donc on va voir très vite si ça marche ou pas, puisqu'on va faire un restart. Aucelia va cracher. De toute façon, si c'est pas bon, il va cracher. Et si il crache, même s'il crache pas, d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait pour éviter qu'il redémarre en boucle, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de lire ce qui se passe. Vous allez le voir redémarrer. Donc là, je ne sais pas si c'est bon ou pas. A priori, je pense qu'il doit redémarrer. Peut-être, voilà, on vient de le voir, il a quitté et il redémarre. Donc quand c'est comme ça, si vous voulez avoir le temps de lire ce qui se passe, vous allez dans Swag, on va éditer la stack, et ici, au lieu de mettre Unless Stopped, on va dire No. Donc on lui dit, si jamais tu crashes, tu ne redémarres pas. Et ça, je le commente. Voilà, donc je fais update de stack. Donc ça va remplacer en fait la configuration d'Aucelia par une configuration qui ne redémarre pas la stack. Et donc on s'arrêtera sur directement le message d'erreur en disant je ne peux pas démarrer parce que j'ai une erreur de configuration. Donc ça c'est pareil. Alors j'ai pas fait exprès de me rater dans le process de configuration, mais au moins comme ça vous avez vu qu'il y avait une possibilité facilement comme ça de savoir ce qui s'est passé. Donc là il y a un problème avec l'Identity Validation Address, donc on va regarder si c'est quelque chose qui existe dans le fichier de configuration et où. En fait ça n'a rien à voir avec l'Identity Validation, vous le voyez ici, c'est juste que, à nouveau, quand j'ai réactivé la section NTP, j'ai oublié juste d'activer la section. Donc je fais pas mal de boulettes. Alors est-ce que c'est la seule erreur ou pas, je sais pas, on va redémarrer probablement pour vérifier ça. Donc on démarre Aucelia, et puis du coup, s'il y a encore une erreur de configuration, il va s'arrêter tout seul. Donc c'est pour ça que je vous ai montré comment faire, c'est beaucoup plus facile à gérer comme ça. Donc là, pour le moment, il démarre, donc peut-être c'est bon, puisque là quand même il est resté quelques secondes actif. Donc on va voir tout de suite s'il s'arrête. Donc on a cette nouvelle erreur ici avec Aucelia URL. Donc on voit ici le redémarrage, il commence là. Et on a donc le problème avec Aucelia URL, donc on va vérifier ça tout de suite. Donc c'est ici, à nouveau j'ai pas bien lu, mais vous voyez qu'on a required, donc obligatoire, il faut le spécifier, donc Aucelia URL, hop, je choisis ça, et alors est-ce que c'est Aus ou Aucelia, je ne sais plus, je crois que je l'appelais Aucelia.
Donc ça doit être ceci, normalement, qui est correct. Voilà, Aucelia est démarré ici, donc a priori il est opérationnel. Alors j'ai pas d'OpenID Connect, mais normalement, si je vais sur LibreSpeed, ça devrait démarrer. Donc voilà, on voit qu'Aucelia est opérationnel, donc normalement c'est bon. Alors je peux quand même tenter nom d'utilisateur, mot de passe. Donc hop, je fais se connecter, juste pour vérifier si ça fonctionne. Donc ça fonctionne, mais on voit ici, j'ai le Apps Dashboard, donc ça n'existe pas sur LibreSpeed. Voilà, donc la migration est OK. Je finis juste avec OpenID Connect. Donc OpenID Connect, c'est un gros morceau dans le sens où il y a pas mal de structures qui ont changé. En soi, c'est la même configuration sinon. Donc on n'oublie pas, vu que j'ai fait plein d'erreurs de ce type-là, de bien activer quand même les sections qui vont bien. Et puis ensuite, c'est quasiment juste copier-coller au bon niveau. Mais vous allez voir qu'il y a des niveaux de profondeur qui ont changé. Il y a des listes maintenant qui existent, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez qu'on a une section JWKS. On a une section ici avec un tableau en fait, et donc là vous avez KID, algorithme et tout ça. Donc cette section d'exemple, vous pouvez éventuellement la conserver, mais si vous la conservez, ça va être compliqué de faire le diff. Elle est de toute façon dans le fichier template, donc vous pouvez la récupérer facilement. Moi je vous conseille de l'avoir dans le fichier final, juste si vous avez besoin de recréer d'autres configurations, pour avoir la version de base. Donc ici on va créer la configuration donc pour Aucelia. Alors, moi je mets le nom comme ça, Aucelia, vous pouvez mettre le nom de votre domaine ou quelque chose de plus précis, c'est pas très grave. Donc utiliser une signature, et la clé, donc vous l'avez ici, hein, la issuer private key, qui est à conserver évidemment complètement secrète. Vous l'avez ici, donc vous la mettez dans la private key required, qui est ici. On n'oublie pas de décommenter key. Et vous avez bien ici la section key qui est à sa place. Alors elle est peut-être mal indentée, mais elle est à sa place. Voilà, ensuite vous avez le certificat pour valider tout ça. Moi je ne l'avais pas, donc je ne peux pas l'activer. Vous réactivez ou pas vos réglages par défaut. Donc ici, on pourrait les réactiver. Je les réactive juste pour vous montrer, mais en fait, je pense que c'était les valeurs par défaut, donc il n'y a pas nécessairement besoin. Le Corse, si vous voulez activer la sécurité, il est plus défini au même endroit, donc il est ici. Donc si vous l'aviez et que vous voulez le valider, évidemment, il faudra le réactiver ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'activer les clients, puisque dans les clients, on a normalement, donc ça ici c'est la partie exemple, mais là on avait du Nextcloud et du Portainer, donc c'est ce qu'on va vouloir réactiver ici dans les sections clientes. Donc c'est pareil, j'enchaîne, mais c'est pas très compliqué, on réactive client, et là c'est du copier-coller, donc il faut aller quand même au bon endroit. Donc moi je vais réactiver que Nextcloud, mais vous pouvez réactiver Portainer aussi si vous voulez. On fera les deux, je vais faire le Portainer offline, et puis je fais Nextcloud avec vous. Donc, client name ici, donc c'est toujours du copier-coller, hein, c'est pas compliqué. Il faut juste remettre au bon endroit. Donc on a un client secret, là vous allez voir, il y aura une petite subtilité, pour le moment je mets le secret comme ça, et vous verrez, il faudra faire quelque chose de différent. Hop. Voilà. La redirectuary, très importante, redirectuary, donc on la décommente ici, donc il peut y en avoir plusieurs maintenant, donc il faut juste spécifier une et la bonne si possible. Et puis normalement vous avez les scopes, donc les scopes, vous avez des scopes par défaut, mais sinon, s'il y avait des scopes particuliers, donc ici c'est OpenID, Profile, Groups, Email, donc c'est les scopes par défaut. OpenID, Groups, Email, Profile, donc vous pouvez les laisser tel quel, mais si vous avez une application qui a besoin de quelque chose de spécial, vous les spécifiez ici. Et le reste évidemment ne change pas. Donc ensuite on retourne dans la comparaison entre le fichier standard fourni par, donc vide mais fourni par Aucelia et votre fichier à vous, et on retourne dans la section ici des Identity Providers, juste pour vérifier qu'on n'a pas fait de grosse boulette, a priori c'est bon. Donc je vais juste migrer Nextcloud, juste pour vous montrer que Nextcloud fonctionne. Ensuite je migre en offline Portainer, et enfin on fera le petit ajustement sur le client secret, il faut juste que je vous montre ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Donc on redémarre Aucelia, donc Startup Complete, et il a l'air d'être bon. Donc on va retourner sur Nextcloud, on va se déconnecter et on va vérifier qu'OpenID Connect fonctionne. Donc on est bien sur le serveur Nextcloud, on fait connexion avec Aucelia, on est bien sur Aucelia, on fait donc nom d'utilisateur, le mot de passe, on fait se connecter. Ici, il y a quelque chose que j'ai mal dû configurer puisqu'il me dit qu'il y a un double facteur d'authentification et que je n'ai pas enregistré d'appareil. Donc je retourne dans la config et je vais regarder normalement quelque part. Ici, j'ai dû, voilà, ici, Authorization Policy, Two Factor, c'est pas du tout ce que j'avais configuré sur ma machine. Alors, bien sûr, moi, je vous conseille d'utiliser le second facteur, très important, mais moi, j'en avais pas configuré sur cette machine de démo, donc du coup, je reviens à un seul facteur, donc c'est-à-dire nom d'utilisateur, mot de passe. Donc, à nouveau, on redémarre Aucelia, je me reconnecte avec Aucelia, donc je recommence, je me connecte,
Voilà, et maintenant j'ai la demande de consentement, je fais accepter, et hop, je suis connecté sur Aucelia. Donc j'ai migré Portainer, évidemment vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais je vous fais pas la démo, parce que sinon, si je dois tout vous montrer, vous vous doutez bien que ça va prendre un temps fou. Mais comme Aucelia, la configuration d'Aucelia a migré et que c'est fonctionnel, je me permets de remettre unless stopped, puisqu'il n'y a plus de risque en fait que le conteneur crash, et donc du coup je peux redéployer cette configuration-là pour Aucelia. Donc on va suivre le démarrage ici, donc on voit tous les logs de démarrage qui sont ici, donc ça va être très clair, je vais pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Donc on voit un dernier warning, il dit attention, vous avez deux configurations qui sont en danger, celle de Nextcloud, celle de Portainer pour l'OpenID Connect, donc OIDC. Vous avez le client secret qui est en texte, en plain text en fait, et qui devrait être haché. Donc on devrait manipuler un hash du mot de passe et pas le manipuler comme ça tel quel. Donc pour les deux clients, Nextcloud, Portainer. Pour le reste, il me dit il n'y a pas de souci. C'est les deux dernières remarques qu'il me donne. Donc la 438.4 est démarrée, la severity en debug, et puis ensuite on voit qu'on a deux clients qui sont fonctionnels. Donc je vous l'ai dit, hein, je vous ai montré Nextcloud, Portainer est fonctionnel aussi. Je crois que j'ai un petit souci HSTS sur Portainer, mais sinon tout fonctionne. Donc il me reste juste à vous expliquer cette histoire de client secret plain text. Cette information-là, vous pouvez la trouver dans la documentation d'Aucelia directement ici. On vous dit comment générer, donc c'est pour l'intégration OpenID Connect, comment générer le client identifier et le client secret. Alors je crois pas que j'ai respecté pour client identifier cette génération de string, puisque j'ai mis juste le nom Aucelia et Portainer. C'est pas top, donc il y a une RFC pour ça, donc ils vous disent voilà, c'est ça que vous devez utiliser comme générateur de client ID. Mais le client ID en lui-même n'est pas un secret, donc a priori c'est pas très grave de toute façon s'il ne respecte pas ce format, même si c'est préférable de correctement le générer. Par contre pour le secret c'est important, vous voyez qu'il doit être généré avec ici une manière très particulière de le générer. Et ça on peut le faire facilement en faisant générer cette commande-là au conteneur Aucelia. Donc pour ça on va utiliser la capacité de terminal qu'on a ici, on peut faire un docker exec sur le conteneur qui s'appelle Aucelia, alors si votre conteneur s'appelle Aucelia, et on peut ici lui faire exécuter la commande Aucelia crypto machin chose. Donc il va vous générer ici le random password et le mot de passe, qui va être le digest, et là normalement vous devez vous rendre compte que ça ressemblait, si je vous rouvre le template, si on retourne dans la section donc Aucelia, donc vous voyez dans le template ici on avait bien un client secret qui commençait par ce format-là, que vous retrouvez aussi dans la ligne de commande, puisqu'on lui demande de le générer dans ce format-là. Donc, on prend ces deux lignes-là, ici, et on va dans la partie configuration donc de Celia, donc dans votre configuration YAML qui est ici, et on va aller configurer donc le secret. Alors faites attention, une fois que vous avez remplacé le secret, il faudra évidemment aller, je vais vous montrer tout de suite, dans Nextcloud pour lui remplacer aussi le secret. Donc on copie-colle ça ici, hop, comme ça. Donc le digest en question, donc c'est un client secret, donc on l'appelle bien client secret. On met le petit quote juste pour que ce soit propre. Hop, on va mettre le quote fermant ici, que tout soit OK. Et puis le random password, moi je le laisse dans le fichier de configuration parce que sinon j'aurai aucun moyen de le retrouver après coup. Et ça par contre, ce random password, c'est un plain text, c'est l'ancien plain text en fait qui n'est plus plain text ici puisqu'il a été haché. Mais on va aller le mettre dans la partie configuration de Nextcloud. Alors je crois que la partie configuration, elle se trouve dans www nextcloud config, et puis vous avez le config PHP. Et donc là-dedans, normalement, vous avez toutes les configurations pour Nextcloud, dont l'OIDC, Login Client Secret. Donc ici, hop, c'est là où on le met. Donc si on voulait changer aussi l'OIDC Login Client ID, que vous le régénérez ou que vous en générez un correct, c'est aussi à cet endroit-là que vous pourriez le stocker. Donc on redémarre Aucelia, on redémarre Nextcloud, pour que les deux en fait prennent en compte la valeur. Alors je crois que Nextcloud le prend à chaud, quoi qu'il arrive. Mais Aucelia, lui, non, il a besoin d'être redémarré pour prendre en compte la valeur. On peut regarder ici, normalement on n'aura que Portainer à mettre à jour. On voit ici qu'on a maintenant plus que le log de Portainer, donc il a identifié qu'effectivement c'est bon maintenant pour Nextcloud, il a bien une valeur hachée en fait du secret. Donc on peut retourner sur Nextcloud, du coup on va se déconnecter, et on va vérifier si ça fonctionne toujours, et puis on s'arrêtera là. Je pense que c'est déjà très très bien, je vous ai montré énormément de choses, et normalement avec ça vous allez être autonome pour migrer. Donc connexion avec Aucelia, ici on fait pas attention, c'est de l'HSTS, sur ma machine de production ça se produit pas, mais ici, comme j'arrête pas de redémarrer, de changer d'IP et compagnie,
il y a des petits soucis, forcément. C'est une machine de démo, hein, c'est aussi pour ça. Voilà. Et puis quand je dis on ne panique pas, évidemment, je dis dans ce contexte-ci, si ça se produit sur votre machine de production à un moment donné, là on panique un petit peu, on va chercher ce qui se passe, quelle est l'entête HTTP ou quel est le réglage qui ne va pas, mais là, dans ce cas de figure-là, je suis dans un environnement de démo avec du DuckDNS et tout ça, donc je fais tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de temps en temps des petits soucis. Donc je clique sur se connecter et on voit que ça fonctionne très très bien. J'ai de l'OpenID Connect, tout va bien, j'ai migré ma configuration Celia, je suis prêt maintenant à me mettre à jour sur les nouvelles versions qui arriveront, et la 5.0 est prête pour moi, j'ai le fichier de configuration dans le bon format. Voilà en ce qui concerne donc cette mise à jour de Celia et de Swag associés, du coup, parce que comme les deux fonctionnent ensemble, il faut mettre à jour évidemment l'image de Swag pour avoir les toutes dernières nouveautés de configuration de proxy pour communiquer avec la dernière version de Celia. Il y a encore des mises à jour qui sortent, hein. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait la vidéo, j'ai vu des nouveautés sortir, dont des corrections de bugs, donc soyez très attentifs pendant les prochains jours, il va y avoir encore de nouvelles images avec probablement d'autres corrections de bugs, des améliorations de détection sur les erreurs dans la configuration de Celia, plein de petites choses, et faites quand même assez rapidement la mise à jour de configuration. Déjà, c'est beaucoup plus simple de lire les fichiers de log de Celia s'ils sont migrés. Vous aurez juste Celia Starting et comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dès qu'il y a quelque chose qui s'affiche, c'est que vous avez à intervenir. Et aussi, vous serez prêt pour la version 5. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais normalement, ça devrait plus être trop long. C'était en gros cette version 4.38 qui est attendue pour derrière pouvoir permettre le développement de la version 5. Donc dès que la version 5 sera disponible, j'essaierai aussi de vous faire une petite vidéo pour vous montrer les améliorations. Si évidemment les améliorations sont significatives et que c'est intéressant d'en faire une vidéo. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo, qui était, je m'en excuse, un petit peu technique, mais en même temps je voulais pas laisser les gens sur le bord de la route si vous aviez des difficultés de compréhension, on va dire, sur la mise à jour de Swag et de Celia. Comme ça au moins j'ai refait le point et vous pourrez, avec normalement j'espère les informations que je vous ai communiquées, vous remettre à jour et repartir sur des choses tout à fait synchronisées avec les derniers développements pour Swag et pour Celia. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.